Chez Lagnac. Imaginez un podcast qui ne parle pas seulement de rêves, mais aussi de cette détermination et cette volonté inébranlable qui les rendent réalisables. Bienvenue dans Lagnac, le podcast entièrement dédié à cet esprit de persévérance qui alimente la réussite. Je suis Stéphanie Haas et je suis partie rencontrer des personnalités fascinantes et des experts pour appliquer les méthodes dans votre propre vie. Ce n'est pas seulement motivant, c'est transformateur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne tout le monde et pas seulement les grands orateurs. La prise de parole en public. Que ce soit pour un exposé devant sa classe, un discours lors d'un événement familial, un recrutement, une présentation devant ses équipes, une formation, une conférence, nous sommes tous amenés à prendre la parole devant un public à un moment donné ou un autre. Pour beaucoup d'entre nous, c'est souvent une source de stress et d'anxiété. Cette angoisse de ne pas être à la hauteur, de bafouiller, de perdre ses moyens, peut paralyser. Avoir la niaque, c'est aussi sortir de sa zone de confort, mieux communiquer avec autrui et surtout, trouver sa voie dans un monde où les échanges virtuels se multiplient. Mon invité exceptionnel dans la niaque va nous aider à surmonter cette peur. Bienvenue à Stéphane André, fondateur de l'école de l'art oratoire et expert en communication. Depuis plus de 50 ans, il a fait sienne la mission de rendre ses lettres de noblesse à l'art oratoire. À la rencontre de Stéphane André, qui donne de la voix à nos idées et nous aide à nous relier les uns aux autres. Bonjour Stéphane André. Bonjour chère madame. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour l'Agnac. Et je suis moi-même impressionnée de prendre la parole devant vous. Si vous voulez bien vous présenter à nos auditeurs. Je suis depuis 50 ans un militant de la parole en public et plus précisément de l'art oratoire. Depuis 50 ans, c'est-à-dire depuis que je suis sorti de mes études, où on m'a demandé, puisque le directeur de mon école, qui était l'ESSEC, était un ancien avocat, j'étais moi-même déjà comédien, et cet ancien avocat, m'a proposé d'enseigner la parole en public aux étudiants, et rapidement par l'ESSEC, je suis arrivé dans le monde de l'entreprise. Et j'ai découvert, au fil de mon enseignement, qu'un orateur n'était pas un acteur, qu'il y avait une proximité entre l'art dramatique et l'art oratoire, mais que finalement l'art oratoire avait sa spécificité. Et comme à mon époque, il n'y avait pas d'enseignement de la parole en France, et cet art oratoire aujourd'hui est enseigné dans une école que j'ai créée et qui s'appelle l'école de l'art oratoire. Et mon troisième livre s'appelle, parce que c'est une chose qui me préoccupe beaucoup, l'éloquence naturelle. Merci. On va commencer par ma première question. C'est quoi pour vous avoir la niaque ? Avoir la niaque, c'est avoir envie. J'aime beaucoup ce terme de l'envie parce que trop souvent, on pense au talent qu'on a ou qu'on n'a pas pour faire une chose. Le talent doit être laissé de côté parce que nous sommes très souvent dans le doute sur nous-mêmes. En revanche, quelqu'un qui a envie, oui, peut aller très loin parce que c'est quelqu'un qui a la niaque. Je suis 200% d'accord avec vous. Voilà, c'est l'envie qui fait qu'on travaille et qu'on va très très loin. Alors du coup, revenons à l'art oratoire. J'aimerais vous entendre sur la définition, parce que l'art oratoire, c'est pas vraiment la même chose que la prise de parole en public. L'art oratoire, c'est beau, et quand on parle de prise de parole en public, on n'inclut pas la notion artistique. Pour moi, un orateur doit se considérer comme un artiste, peut et doit, même quand il est manager en entreprise, il doit se considérer, en pratiquant la parole en public, au titre de sa fonction, il doit se considérer comme un artiste. Mais alors, d'où vient cette peur de parler en public ? Et est-ce qu'on a tous peur de parler en public ? Alors, on constate que nous avons plus facilement peur de parler en public en Europe qu'aux États-Unis, par exemple, ou dans certains pays africains. Ah oui. C'est-à-dire que le trac, la peur de parler en public, a une origine culturelle. Ça vient de l'éducation. Dans la culture française, dans l'éducation française, spécialement le trac, on sait très bien qu'un orateur nord-américain, par exemple, a beaucoup moins le trac qu'un orateur français. Donc, aussi bien dans l'éducation de l'enfant qu'ensuite dans les contacts en entreprise, le trac est une acquisition malheureuse pour les orateurs français, qui est une origine culturelle. Mais la nature ne nous a pas donné ce merveilleux instrument qui est le corps humain pour
parler facilement en public et naturellement, et en même temps la peur de nous en servir. Certainement pas. La nature est bien faite. En revanche, la culture française, qui a ses qualités au niveau du développement des idées et de la pensée cartésienne, a ses défauts, et ses défauts sont sur l'oral. Venons-en aux clés, parce que moi j'ai assisté à une de vos masterclass et puis j'ai aussi écouté votre TEDx qui pour moi était une révélation. Quelles sont les 3 clés que vous enseignez dans votre école? Je passerai par la partie d'abord, quelle est la conception qu'il faut avoir de l'art oratoire? Il y a 3 notions qu'il faut avoir en tête quand on veut parler en public. La première notion, c'est que parler en public, c'est parler dans la vie publique et par conséquent au titre d'une fonction. Par conséquent, c'est l'idée que c'est pas au titre de ma personne que je prends la parole. Par exemple, quand on dit il faut savoir se vendre, non. Donc je suis au service d'une idée, au service d'un public, j'incarne cette idée pour le public. La deuxième conception qui me semble importante, c'est la conception physique. C'est l'obligation, ce qu'on appelle l'obligation scénique. Je construis un personnage qui est l'incarnation de cette fonction. Donc il y a une obligation scénique dans la parole en public. Et la troisième idée, c'est l'idée de se dire qu'on est responsable de l'état des gens qui nous ont écoutés après nous avoir écoutés. Et du coup, on en revient aux 3 clés. Je ne désespère pas de connaître les secrets. Vous parlez souvent du regard, de la voix. Vous avez dit une très belle phrase, on ne vient pas poser un texte, on vient rencontrer un public. Oui, Hein, il me semble que c'est oui. cette phrase que j'ai retenue. Il y a effectivement une technique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'art sans technique. Parce qu'on ne peut pas aborder un art, la peinture, la danse, la sculpture, ce qu'on voudra, sans d'abord travailler la technique. Le premier secret technique de la parole en public, et ça se travaille, c'est le regard. Comme le public ne parle pas à ce moment-là, le regard est le premier outil d'écoute que je pratique en ce moment en face de vous. Le regard est le seul moyen pour un orateur d'écouter l'autre pendant qu'il parle. Mais alors, je vais vous poser une question parce que c'est difficile de regarder et je vois même quand on se parle, enfin pas là, parce que du coup je fais aussi l'exercice, mais j'ai l'impression que c'est dur quand on est peut-être timide. Comment on fait pour regarder? Mais il n'y a pas que la timidité. Il y a le simple fait qu'on a appris en France à réfléchir avant de parler. De sorte que même pendant qu'on parle, à certains moments, on se permet d'interrompre le regard sur l'autre pour dire bouge pas, je reviens. Un peu comme un comédien qui, sur scène, dirait au public bougez pas, je vais dans la coulisse chercher mon texte. C'est insupportable. Et au bout d'un moment, l'autre finit par décrocher. Parce que l'autre ne se sent plus ressource. Mais on a tellement entendu, depuis qu'on est tout petit, réfléchir avant de parler, que même pendant qu'on parle, on croit qu'il faut ne plus regarder l'autre pour vraiment penser à ce qu'on va dire et ensuite le lui dire. Ça veut dire qu'on élabore ce qu'on va dire à l'autre, indépendamment de son état, puisqu'on ne s'y nourrit plus, on ne le regarde plus. Merci. Alors du coup, je continue là-dessus. Donc quels sont les exercices? Est-ce qu'il y a des exercices pour s'entraîner à regarder ou à improviser? Vous voyez comment on fait en fait? Oui, bien sûr, Oui. bien sûr. Nous travaillons dans l'école de l'art oratoire, nous travaillons par des exercices le regard d'intérêt décidé sur l'autre. C'est-à-dire que le regard doit partir d'une intention. Un élève n'est pas un robot, il doit partir d'une intention. Ça ne sert à rien de dire à quelqu'un « faut que tu regardes l'autre ». Il faut que ce soit un regard d'intérêt décidé pour l'autre. Si je décide de m'intéresser à vous, madame, en vous regardant, eh bien, ça allume mon regard d'une étincelle. Cette étincelle, et elle exprime l'intérêt que j'ai pour vous. Et effectivement, ce regard devient une invitation à l'autre d'entrer dans ma propre pensée. Du coup, moi, ça m'intéressait de vous entendre sur une histoire. Est-ce qu'il y a une prise de parole pour vous qui vous a demandé le plus de niaque? Oui, peut-être une prise de parole que j'ai faite pour la première fois de ma vie à la Sorbonne. Et cette prise de parole m'a donné un trac dingue. Je suis aussi de culture française. À moi aussi, on a appris la peur de parler en public. Ça m'a flanqué un trac fou. Et à ce moment-là, ce que je fais toujours, je reviens sur la technique. Et comme un débutant, alors que je parlais depuis des années en public, dans cette situation, devant ce grand amphi, j'ai pratiqué ma technique modestement. Et je me souviens que j'avais un de mes collaborateurs qui était dans l'amphithéâtre et qui m'a dit, parce qu'il connaissait ma technique, et qui m'a dit, dis donc,
tu as été un peu technique au début. Ah oui, je lui ai dit oui, je sais. Si je ne m'étais pas appuyé sur elle, je ne m'en serais pas sorti. Du coup, revenons à la technique. Oui. On a parlé du regard. C'est quoi les autres conseils? Et c'est quoi finalement votre méthode? Parce que Alors, c'est une vraie méthode. la méthode, c'est d'abord le regard sur lequel nous entraînons nos élèves, ce regard d'intérêt décidé pour l'autre, qui rejoint le regard de l'enfant de 5 ans qu'on a tous été. Je D'accord. rappelle ce regard de l'enfant de 5 ans, qui n'est pas encore un enfant abîmé par la culture du attention à ce que tu vas dire. L'enfant de 5 ans même regarde son père, qui le gronde avec confiance. Le père prend ça pour un défi, il a bien tort. C'est un regard d'amour. Même, il ne baisse pas les yeux, l'enfant de 5 ans, tout de suite, n'est-ce pas? Il regarde son père. Ce regard, l'adulte que nous sommes, peut, par la technique, retrouver le regard de l'enfant de 5 ans qu'il a été. Et le regard d'intérêt décidé donne à l'orateur ce regard attentif à l'autre. Après le regard, quand on s'intéresse aux autres, si jamais je regarde par terre et que tout d'un coup je me rends compte, madame, que vous êtes là, tout d'un coup je vous regarde, et m'intéressant à vous, tout d'un coup mon corps se redresse. Le regard amène le dos. Et cette verticalité prépare ce qu'on appelle la colonne d'air, et donc amène la voix. Et c'est enfin la voix qui consacre l'orateur, puisque c'est la voix qui véhicule l'émotion, et l'émotion, c'est vraiment ce qui fait que tout d'un coup, le public accède par l'émotion à la compréhension profonde de l'idée que nous développons. Ça veut dire qu'on peut travailler sa voix aussi, c'est Oui, ça? On peut oui. travailler parce Non, que j'entends parler émotion. Alors c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup d'émotions quand on prend la parole en public, que ce soit même un manager face à ses équipes, un étudiant face à ou un recrutement, j'en sais rien. Sauf Enfin, quand l'orateur n'a pas de voix. Ah Il n'y a bah. pas d'émotion. Alors, je citerai une phrase que je cite très souvent, de Laurent Terzieff, grand comédien français, décédé aujourd'hui. Au théâtre, le public accède à la compréhension par l'émotion. Très souvent, on entend des orateurs ennuyeux au possible, mais qui argumentent parfaitement bien pourquoi on devrait faire ceci ou cela. En les écoutant, on se dit, il a raison. Et en sortant, parce que tout d'un coup on entend un discours qui nous donne une émotion sur un tout autre sujet, eh bien on oublie complètement ce que nous a dit l'orateur précédent. S'il n'y a pas d'émotion, on n'est pas marqué par ce qu'on a entendu. Et on n'a rien compris. Ça aussi, c'est un peu la culture française de pas montrer ses émotions, d'être. On est d'accord. Hein. Exactement. Parce que, pourquoi? Parce que dans la culture française, on oublie le corps. Quand je vous entends, j'ai cette impression que être un bon orateur, prendre aussi, voilà, s'intéresser à l'autre, etc., c'est aussi mieux se connaître soi-même. Vous savez, au théâtre, j'ai appris l'oubli de soi-même. C'est-à-dire que un comédien qui rentre, qui sert un personnage, comme un orateur sert une idée, est consacré essentiellement au service de cette idée. C'est-à-dire, le connais-toi toi-même est intéressant si on pense en dehors de la scène. D'accord. En dehors de la scène. Il faut incarner Au moment où on entre en scène, soi-même va s'exprimer à travers le style. Et c'est la différence entre le style et la technique. La technique dont je vous ai parlé, le regard amène le dos amène la voix, et la voix, pour compléter, ramène du regard. Ce cercle vertueux de la technique, on peut l'enseigner de manière universelle. Et c'est le tarmac, quand il est utilisé par l'orateur, qui fait que l'orateur peut et doit, à ce moment-là, revendiquer son style et sa conviction. Mais quand il revendique son style et sa conviction sans s'appuyer sur la technique, il fait des dégâts. Ce qui veut dire que dans vos prises de parole, est-ce qu'il y a eu aussi un échec? Est-ce que vous considérez que vous avez à un moment donné, vous n'êtes pas appuyé sur votre technique et que du coup, l'effet n'est pas passé? Oui. Est-ce qu'il y a une histoire là? Oui, j'ai une histoire là-dessus. J'étais un enseignant très débutant sur la parole en public. J'étais encore pris par le théâtre et pas entièrement dans l'art oratoire. J'étais encore trop dans l'art dramatique. Et un jour où j'ai eu un trac fou, je me souviens très très bien, et je devais avoir 25 ans, j'avais une pétoche du diable, et je me trouvais en face de DRH, de grandes entreprises françaises. J'ai eu un tel trac que je suis devenu odieux. Rigide, catégorique dans mes idées, c'était épouvantable. Et j'ai eu beaucoup le trac et je suis devenu insupportable pour ce public. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai pensé parce que je n'ai jamais été réinvité. Comme quoi, le connais-toi toi-même
est aussi indispensable, comme vous me le disiez, j'ai dû réfléchir après coup. Et je me suis dit, j'ai eu tellement le trac que j'ai plaqué mon discours absolument sans nuance sur le public parce que j'avais peur de ce public. Donc j'ai refusé de le voir tel qu'il était et je suis devenu odieux. Je trouve qu'il faudrait toutes et tous s'entraîner sur cet art qui est merveilleux. Mais je sens bien qu'il y a des réticences parce que le regard des autres, la peur d'être jugé, enfin des fameuses 5 Voilà, peurs. voilà. Comment Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces personnes pour Alors, qu'elles osent? je vais citer une amie qui est une des professeurs de notre école, qui répondait un jour à une dame, c'était une dame qui lui disait ça, qui lui disait, moi je veux bien regarder le public, mais quelquefois je perds mes moyens quand je vois certaines têtes ou certaines façons de me regarder. Et cette professeure répondait, Madame, le problème n'est pas de savoir comment les gens vous regardent, mais comment vous, vous décidez de les regarder. Arrêtons de nous prendre toujours pour des victimes et décidons un tout petit peu de notre façon à nous de regarder le monde qui nous entoure. Là, nous sommes responsables. Nous sommes responsables de la manière dont nous décidons de regarder l'autre. Et je voudrais insister sur un point, parce que cet intérêt que je décide d'avoir pour vous en vous regardant, c'est un sentiment que je décide d'avoir. L'intérêt pour l'autre est un sentiment. En vie privée, on ne peut pas décider de ses propres sentiments. L'amour nous arrive pour quelqu'un d'autre ou le désamour. L'amitié, c'est pareil. Ça ne se décide pas en vie privée. En vie publique, c'est une énorme différence. Non seulement nous pouvons, mais nous devons décider de nos sentiments. Mon maître à penser, Louis Jouvet. Louis Jouvet a dit un jour à ses élèves comédiens, il faut aimer le public. Ce qui m'intéresse dans cette phrase, c'est pas seulement le mot aimer, c'est le il faut. Donc ça veut dire que tout le monde, on peut tous, même si on a une prise de parole, j'allais dire face juste à une personne et qu'on a peur en général d'être jugé, il faut juste décider d'aimer quelque part l'autre, celui qu'on a en face. Décider d'aimer l'autre, Oui. mais j'ajoute ce que j'ai dit au début de cet entretien, le regard décidé sur l'autre doit être effectivement travaillé. C'est-à-dire que le regard décidé sur l'autre est une technique. Je rappelle qu'il n'y a pas d'art sans technique. Et on s'entraîne au regard, on s'entraîne au fait que le regard va amener le dos. Il faut s'y entraîner. Par rapport à la culture française qui nous a appris la peur des autres, si on n'est pas, en tant qu'adulte, entraîné par une technique qui nous apprend à ne plus avoir peur, on n'y arrivera jamais, hein. Ce qui fait que c'est dans votre école, on apprend ça. C'est-à-dire qu'on peut faire justement, une petite parenthèse, c'est important. À l'école, nous donnons différentes formes d'enseignement, hein. Des cours particuliers, des séminaires plutôt courts, de 2 jours ou de 4 jours, qu'on appelle des séminaires intensifs, ou des cours longue durée, n'est-ce pas? Et nous donnons ces cours à des gens qui peuvent venir de l'entreprise, mais aussi qui viennent personnellement. Et donc ces cours sont extrêmement différents. Et dans ces cours, on apprend les bases même de l'art oratoire, le regard, le dos et la voix, auxquels on s'entraîne pour construire des personnages, incarnation des fonctions qu'on occupe, et ensuite de quoi, eh bien, ces cours peuvent être appliqués sur le terrain, et nous donnons aussi une masterclass, vous le citiez tout à l'heure, qui est gratuite, qui est, je crois, le premier jeudi, mais il faudrait le vérifier, premier jeudi du mois, où il y a une masterclass gratuite, où les gens viennent travailler ou voir travailler sur scène. Oui, nous, on a regardé. Je sais que j'étais venue avec ma fille Charline, on a commencé par regarder, parce qu'il y a toujours cette peur Oui, de monter sur voilà, scène. voilà. Mais comme il y a beaucoup de bienveillance et à la fin, on regrette de ne pas avoir profité des conseils. Merci beaucoup, merci beaucoup. La technique est justement ce qui va apporter la sécurité. Moi, je dis souvent à mes élèves, quand on a une technique, on n'est plus seul, on est deux. C'est-à-dire, on n'entre pas sur scène tout seul. Un peu comme un sportif doit rentrer sur le court de tennis, si c'est un joueur de tennis, avec son coach. La technique est une compagne. C'est pas une gêne, c'est pas quelque chose qui va vous empêcher, comme on dit trop souvent, d'être naturel. Au contraire, une technique, pour moi, celle que nous enseignons, respecte le corps et même utilise le corps tel que la nature a prévu qu'on l'utilise dans la parole publique. Eh bien, cette technique va vous aider à perdre le trac. Si je peux donner une idée très simple, un peu poétique peut-être, pour montrer comment le trac disparaît dès qu'on entre en scène. Parce que le trac 2 jours avant, on peut l'avoir. Moi, je ne sais pas aider mes élèves à ne pas l'avoir. Je l'ai aussi. Bon.
Mais au moment où on entre en scène, il faut que le trac disparaisse de la façon suivante. Un orateur qui entre en scène regarde son public. À ce moment-là, pendant qu'il marche sur la scène pour atteindre un pupitre, par exemple, son corps se redresse. Et à ce moment-là, il est dans ce qu'on appelle, dans n'importe quel sport, dans ses appuis. Alors moi, j'ai un peu testé votre conseil. Donc, comme j'ai fait un TEDx, j'ai testé ce que vous avez dit. C'est-à-dire que j'ai osé. C'est pas évident quand même. J'ai osé rentrer sur scène et regarder le public et me mettre devant, me planter. Effectivement, comme vous dites, plus d'entraînement, je pense, permet de travailler ça. Oui, l'entraînement, et c'est le mot, c'est l'entraînement. On peut aussi considérer, je parlais de sport, la parole en public, c'est un sport collectif. Si on essayait de synthétiser un peu tout ce que vous nous avez dit, quels seraient les conseils que vous aimeriez que les gens retiennent? Il est important de se former parce que l'art oratoire, comme tout art, est une pratique à laquelle on doit se former. Le don ne suffit pas. Quels sont les conseils qu'on doit retenir pour être, pour commencer à prendre conscience, j'ai pas dit, pour commencer à prendre conscience que l'art oratoire est un art et que derrière un art, il y a aussi un entraînement. Donc, quels seraient déjà les 3 conseils que vous aimez? 3 conseils. Oui, ou 4, Il y en comme a, vous voulez. il y en a un. Ou un seul. Le premier conseil, pour moi important, c'est regarder les autres dès qu'on arrive en leur présence. Je regarde les autres et je décide de m'y intéresser. C'est la meilleure façon d'oublier son propre trac, de s'oublier soi-même, c'est regarder les autres. Et je suis contre cette notion de la confiance en soi quand il s'agit d'art oratoire. Ah, alors, en un mot? En un mot, si je parle de l'oubli de soi-même, si je pense à avoir confiance en moi, ça veut dire que je ne pense qu'à moi. L'important, ce n'est pas d'avoir confiance en soi, c'est de décider la confiance dans l'autre. Et cette décision, elle peut et doit être prise. C'est ce que j'appelle aussi aimer les autres. Donc le deuxième conseil que je donnerais, c'est de décider la confiance en l'autre et d'oublier, pour la parole en public, la confiance en soi, ce qui est encore une façon d'être recentré sur soi et pas centré sur l'autre. Est-ce qu'il y a un autre conseil Et le troisième Ouais. conseil, c'est travailler la voix, parce que la voix, c'est le vecteur de l'émotion. Donc vraiment, c'est la seule façon que j'ai de faire sentir à l'autre la manière dont je ressens ce que je dis au moment où je le dis, qu'il faut travailler sa voix, parce qu'elle consacre un orateur. Et c'est tout à fait possible, même pour un jeune orateur. Alors, Stéphane André, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un mot que vous souhaiteriez nous transmettre, enfin transmettre à nos auditeurs pour terminer cette interview? Le mot à retenir, ce serait pour moi le mot artiste. Parce que pour moi, tout bon orateur est un artiste. Merci beaucoup, Stéphane André. Merci beaucoup. La Niaque, le podcast qui vous met en mouvement. Abonnez-vous pour écouter tous les mois des personnalités positives qui vont partager leur expérience et leurs conseils. Rejoignez le mouvement et osons ensemble transformer nos envies en réalité. À très vite.